Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Pauline Guil. Et Pauline, je veux qu'on parle de Luce parce que Luce est une femme forte et Oui. si elle était à notre époque, elle serait devenue médecin comme son papa parce qu'elle avait les connaissances, également le front aussi qui allait avec. Oui, si le meurtre de son frère n'était pas survenu, Luce allait se battre pour devenir médecin. C'était la fille unique et chérie de son papa, un des premiers chirurgiens arrivés en Nouvelle-France. Et elle avait un talent fou, mais imaginez si Irma n'a pas été capable de défoncer les portes des universités en 1897. Comment pensez-vous que Luce a pu le faire 100 ans plus tôt? Mm-hmm. C'était un combat voué à l'échec pour une femme, mais il reste qu'elle aurait donné quand même un espoir à nos jeunes femmes. Alors, quand elle a vu que pour elle, il n'y avait pas possibilité d'aller faire un métier semblable à ceux des hommes, et surtout qu'elle était hantée par le meurtre de son frère, et puis très troublée par le fait que son père ne semblait pas vouloir poursuivre le meurtrier. Son père, il faut le dire, lui était aussi dénonciateur des charlatans. Alors, il y en avait beaucoup, beaucoup de charlatans en Nouvelle-France. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie, et souvent au détriment de la santé des gens qu'ils allaient pour soigner. Alors, Dr Laju, lui, a dit, bon, d'accord avec le gouverneur, on met fin à cette période des charlatans, c'est trop triste pour les morts que ça entraîne. Et donc, Luce assiste à tout ça, ne comprend pas pourquoi son père n'est pas très emballé de poursuivre, et elle croit que ça doit être un des charlatans. Je dis « elle croit » parce que l'on ne sait pas dans le tome 1 qui est meurtrier. Mais est-ce qu'on va le savoir dans le tome 2? Bien sûr! OK! Bien sûr! T'as trouvé la réponse, là. Ah, bien sûr, j'ai la réponse, bien sûr. Et il est arrivé quelque chose qui est arrivé souvent chez nous, c'est qu'on emprisonne quelqu'un qui n'a pas grande valeur sociale, on ne sait pas trop d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pour éteindre le scandale. Alors, effectivement, on a emprisonné quelqu'un présumé responsable du meurtre et on l'a retrouvé pendu dans sa cellule. Alors, ça n'aidait pas les recherches. Mais Luce est tenace. Luce, c'est une femme qui, malgré les difficultés, trouve toujours un moyen d'être heureuse. Ça, j'admire ça beaucoup chez elle. Et il faut dire que pour une femme dans ces années-là, il n'y a pas tellement de contraceptifs, on s'entend? Mm-hmm. Alors, les grossesses se répètent. Beaucoup de fausses couches aussi dans son cas. Sur 11, elle ne sauve que 4 enfants. C'est terrible, ça, pour une maman. Et son mari voudrait vraiment qu'ils aient des filles. Mm-hmm. Pourquoi il ne souhaitait pas tellement des garçons? La question, on va voir la réponse dans le 2e tome. C'est surprenant à l'époque parce que souvent, les pères voulaient avoir des garçons pour les terres et tout ça. Oui, l'avancement de la famille. Bien, absolument. Mais lui, il voulait des filles. Mais quand on a fouillé la généalogie de Pierre Stanislas Bédard, là, on sait. Alors, je vous le dirai dans le tome 2 pourquoi. Il voulait tant avoir des filles. Et de fait, quand on lit le roman, on voit qu'ils en ont une, la petite Hélène, mais elle ne survit pas. Et c'est un chagrin qui marque Pierre Bédard. Et qui fait que pour lui, la famille est plus source de déception et de chagrin que de contentement. Donc, Luce, elle va décider, elle, qu'elle va prendre tous les moyens pour que ses fils soient instruits, soient autonomes. Elle va jusqu'à quêter sa mère, qui a de l'argent, la veuve Laju, elle a de l'argent, et qui va lui aider à payer les années de scolarité au petit séminaire de Québec. Elle va aussi trouver des mécènes anonymes. Et qui fait que Pierre, son mari, ne comprend pas comment ça se fait que Luce, elle a toujours de l'argent, alors que lui n'en rapporte pas ou presque pas à la maison. Dans ces années-là, les députés n'avaient pas un sou. Mm-hmm. Puis lui, il avait une formation d'avocat qu'il n'aimait pas pratiquer. Alors, d'où venait l'argent? Alors, c'est pour ça que c'est intriguant, et je le voulais comme ça aussi, c'est la réalité, que c'est intriguant cette trame-là tout le long du tome 1. Où Luce va donc chercher les moyens. Et il faut dire aussi qu'elle s'est trouvée des confidents de marque. Mm-hmm. Les hommes qui l'entourent, ce sont des hommes qui auraient aimé l'épouser. Oui, entre autres Joseph. Entre autres Joseph, son beau-frère.
Alors, imagine que ça crée tout un dilemme et elle sait que leurs sentiments sont réciproques. Alors, dans les rencontres de famille, c'est très, très délicat. Et il va arriver quelques occasions où Joseph va se présenter chez Luce en l'absence de Pierre. Oh! Et ça va donner lieu à des minutes très, très effervescentes. Ou est-ce qu'on se laisse aller, ou est-ce on renonce à nos élans? C'est à suivre. Mais ça doit être le fun pour une auteure d'avoir à savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos personnages. Oui, parce qu'on a quand même une certaine liberté, hein. Les personnages sont réels, les événements publics importants sont archivés, mais entre tout ça, il y a de la place pour la fiction, il y a de la place pour qu'on mette ses propres sentiments sur la table et qu'on joue avec l'auteur. L'auteur et l'héroïne sont complices dans un roman historique autant que dans un roman de fiction. Et dans le regard de Luce, moi, j'ai aimé beaucoup la relation entre Luce et sa maman Angélique. Ah oui, hein? Une relation très complice où ils sont tous les deux dans l'entraide de l'une de l'autre, là. Oui, oui. Il faut dire que c'était une famille restreinte. C'est les deux frères de Luce se sont fait curer, donc ils sont partis de la maison très jeunes. Qu'est-ce qui restait du noyau familial? Il restait Angéline, la mère Angélique, la mère de Luce, et Monseigneur Hébert, le premier évêque de Québec. Alors, Luce et sa mère n'étaient pas très, très pratiquantes, pas très croyantes. Elles avaient une force qu'elles allaient chercher dans leur complicité commune. Elles s'entendaient très, très bien. C'est un beau modèle de relation mère-fille, hein? Vraiment. C'est beau de les voir aller. Oui. Parce que quand une va moins bien, l'autre est là C'est pour ça. la supporter, et même chose d'un côté et de l'autre, là. C'est ça. Puis on s'attend bien à ce qu'Angélique décède bientôt. Alors, c'est dans le tome 2. Et c'est la date de naissance est là, l'endroit où elle est enterrée. Tout est archivé. J'ai pas le choix de la faire vivre plus longtemps. Et je sais que je vais avoir de la difficulté à écrire ces scènes-là. Ah oui? Ah oui, oui. Regarde, quand j'écris La Cordonnière, qu'il a fallu que je fasse mourir Georges Noël, qui était finalement l'amant de Victoire Dussault, ça a été pénible parce que tout mon lectorat, toutes les femmes qui me lisaient, elles étaient tombées en amour avec Georges Noël, tellement il était un homme charmant. Alors après ce deuil-là, il a bien fallu faire mourir Victoire comme il se devait en 1908. Et ça aussi, ça a été très, très difficile. Parce que le 4e tome, on parlait de ses fils, de la réussite de ses fils. Mais reste que Victoire, ça avait été une femme déterminante dans le succès de cette famille-là. Alors, quand on écrit, on s'attache énormément à nos personnages. Surtout dans mon cas. Sachant qu'elles ont réellement existé, là. Absolument, oui, oui. Et puis, révéler que dans ces années-là, les femmes étaient capables d'aller chercher du plaisir, de l'agrément dans des cercles, par exemple. Luce, on la voit aller au thé littéraire. Mm-hmm. On croit qu'on a inventé ça, nous, ces années-ci. Non, non, non. Imagine, en 1805, il y avait des thés littéraires. C'est sûr que c'était les dames de l'aristocratie, de la noblesse, mais Luce n'était pas gênée de s'y présenter. Non, puis elle avait beaucoup de connaissances au niveau culturel. Oui, 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 quand même. Hein? Elle était allée au bout de tout ce que les religieuses pouvaient lui enseigner. C'est pas peu dire, parce qu'il y avait là les Ursulines qui étaient déjà rendues à Québec et les sœurs de la congrégation Notre-Dame. Alors, c'était des enseignantes de haut niveau. Et puis, sûr que si Luce avait été acceptée, comme les gars l'étaient, dans des développements culturels, intellectuels plus avancés, ça aurait fait d'elle une femme qui aurait encore plus marqué l'histoire de notre Québec. Et ça a été le fun, justement, de faire découvrir cette époque-là de la ville de Québec? Oh mon Dieu, il a fallu que je retourne dans mes livres d'histoire. C'est loin, hein, 1790, incroyable. Et puis, mais j'ai eu un plaisir fou à revoir les scènes, les costumes, le langage était à surveiller aussi. Parce que quand on écrit dans une période aussi reculée, il faut faire attention énormément aux anachronismes. Mm-hmm. Oui, ça peut facilement arriver. Ah oui, ah oui. Et ça, je me surveillais énormément là-dessus. Puis dans les dialogues aussi, ne pas prêter le langage qu'on utilise aujourd'hui. Et on sait très bien que c'est pas si moderne que les hommes parlent.
les hommes parlaient très, très peu. Je veux dire, c'est l'inverse. Tu sais. Nos hommes, on dit toujours qu'ils s'épanchent moins que les femmes, se confient moins. Dans ces années-là, ils parlaient encore moins. Alors, il fallait que la femme devienne un peu par toutes sortes de comportements, comme c'est arrivé pour Pierre quand il est sorti de prison, puis il y avait des genres de blessures sur la peau. Elle ne connaissait pas l'origine de ces blessures-là. Mais les hommes ne se plaignaient pas, n'avaient pas le droit de pleurer, et très rarement ils confiaient leurs émotions, leurs sentiments. Alors, ça demandait beaucoup d'intuition aux femmes qui vivaient à côté d'eux. Si tu me permets, Pauline, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Oui, avec plaisir.